RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là. C'est De quoi je me mail, toute l'actualité des nouvelles techno. C'est le grand retour de quoi je me mail. Alors en audio, c'était déjà le cas sur RMC depuis quelques semaines, mais c'est le retour de quoi je me mail en vidéo. Et notamment sur la chaîne 01 TV sur les box, mais aussi sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette longue période un peu étonnante. Voilà, on va essayer de reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir de recevoir dans ce studio Frédéric Langin, qui est le porte-parole de TCL Europe. TCL, c'est l'un des constructeurs de téléviseurs le plus puissant dans le monde. C'est le deuxième constructeur de télé. Et on va découvrir cette marque qui est encore assez méconnue en France. Qu'est-ce que fait TCL ? Quelle est leur stratégie pour s'imposer en France ? On verra ça tout à l'heure donc avec Frédéric Langin. Je vous rappelle toujours que vous pouvez réagir sur le contenu de quoi je me mail avec Facebook à votre disposition, la page Facebook qui vous attend et le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bien évidemment très heureux de vous retrouver. Et on reprend nos bonnes vieilles habitudes, le club de la presse IT pour débuter ce De quoi je me mail avec Christopher Seminili qui est là cette semaine. Bonjour Christopher. Salut François, bonjour à tous. Le directeur de la rédaction de 01net.com. On va jeter un œil sur toutes ces actus que vous avez peut-être lues sur 01net, mais aussi sur l'Express, puisqu'Emmanuel Paquette est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Et on va commencer par Apple. Alors Apple qui commence à, alors sans doute sans le vouloir, à saupoudrer des petites informations concernant le futur iPhone. Vous savez que chaque année, à la même période, à la rentrée, le nouvel iPhone sort et on commence à avoir des informations de plus en plus concrètes, Christopher. Ouais, déjà son nom, faut être mathématicien un peu aguerri, mais on en est à l'iPhone 12. Voilà, iPhone 12. C'est pas une surprise. Non, mais la vraie surprise, c'est l'arrivée d'un nouveau modèle, parce qu'aujourd'hui la gamme, c'est si on se réfère à la gamme actuelle, c'est iPhone 11, iPhone 11 Pro et Pro Max. Donc là, il y aura un iPhone 12 Max qui viendrait s'intercaler. Donc ça, c'est la nouveauté, avec aussi une tendance à la hausse pour les tailles d'écran au niveau des iPhones. Et c'est vrai que l'iPhone 11 actuel, qui est le plus petit de la gamme, paraît vraiment petit par rapport aux smartphones sous Android, qui ont vraiment une tendance à avoir des écrans beaucoup plus grands. Pourquoi ? Parce que les bordures d'écran sont aussi de plus en plus fines et donc ça n'a pas d'impact sur le niveau d'encombrement. Donc Apple suivrait cette tendance. On parle aussi de l'arrivée de la 5G. Là, ça aurait été vraiment une surprise énorme que ce ne soit pas le cas. Et puis, vous savez, on parle beaucoup aussi des écrans 120 Hz en ce moment. C'est le taux de rafraîchissement de l'écran. Ça donne une expérience de navigation dans les menus qui est beaucoup plus fluide. Et donc, on n'aurait pas ces micro-saccades qui sont quand même déjà assez rares sur iOS. C'est plutôt bien géré. Mais Apple passerait aussi au 120 Hz. Ce qui est déjà le cas sur l'iPad Pro. Oui, ce qui est déjà le cas. Depuis quelques années, on peut monter comme ça en rafraîchissement d'image. Exactement. Et l'autre grande nouveauté, ce serait le design des appareils qui serait quand même en rupture avec la génération d'iPhone 11 actuelle. On reviendrait un peu au principe de design, ceux qui nous regardent le voient à l'écran là, mais on se rapproche de ce qu'est aujourd'hui l'iPad Pro par exemple. Un peu moins arrondi, plus anguleux. Ça rappelle l'iPhone 5. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli et c'est vrai que dans ce souci de cohérence de design entre les iPads et les iPhones, ça fait sens. Il devrait être lancé ces appareils en septembre 2021, malgré les risques de pénurie qu'on a beaucoup évoqués ces derniers mois liés à la crise du coronavirus évidemment. Mais Apple reste confiant sur sa capacité à fabriquer ses produits et à les mettre sur le marché rapidement en septembre. Donc à voir. Ça va arriver très vite finalement en septembre. Autre nouveauté qui pourrait arriver, qui est déjà arrivée sur le nouvel iPad Pro, qui est sorti il y a quelques jours de cela, c'est le LiDAR, une espèce de capteur laser qui vous permet de cartographier une pièce et de recréer en 3 dimensions ce que voit le téléphone finalement. Alors évidemment, ça a de l'importance pour tout ce qui est réalité augmentée. Donc, est-ce que ça veut dire que Apple est en train de se positionner sur la réalité augmentée avec ce capteur LiDAR sur les iPad Pro, peut-être aussi sur l'iPhone 12 ? Là aussi, il y a pas mal de questions parce qu'aujourd'hui, le LiDAR, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il n'est pas du tout exploité sur l'iPad Pro, mais c'est vrai que ses promesses sont assez incroyables.
Il faut que Mhm. maintenant les développeurs s'en emparent. Il faut aussi que Apple muscle un peu son kit de développement sur le LiDAR pour voir des applications arriver. D'ailleurs, j'en profite avec mes enfants là, pendant le confinement. Il me dit ah, papa, montre-moi un requin, montre-moi. Voilà. Et donc, un peu par Oui, tu hasard, j'ai ne peux pas aller découvert. chercher un requin comme Non. ça. Et un peu par hasard, j'ai découvert une fonction qui est super sympa sur les iPhones de dernière génération. Vous tapez un nom d'animal, serpent, éléphant, voilà, Dans le moteur de recherche dans de le Safari. moteur de recherche dans Google. Et Google vous propose de les voir en 3D. Je n'avais jamais vu ça dans les résultats. Et en Je réalité Je augmentée. clique dessus. Et vous les avez, ces animaux, en réalité augmentée dans la pièce dans laquelle vous vous situez. Et c'est juste génial parce que vous pointez votre iPad Pro, votre iPhone, et vous pouvez circuler autour Ouais. de cet objet en 3D. Et les enfants, ça les éclate. Évidemment, et montre-moi une souris, et montre-moi un chat. Et donc, c'est... Donc toute la journée, tu faisais l'arbre Non, de mais Noé finalement, sur ton ça leur iPhone. fait passer le temps. Ils étaient devant un écran, certes, mais Ouais. ça leur faisait découvrir voilà, certains animaux L'anatomie de certains n'avaient pas animaux. la chance d'approcher d'aussi près. Voilà, petite astuce que je vous partage aujourd'hui. Emmanuel, est-ce que cet iPhone va arriver en temps et en heure, à ton avis? Parce qu'avec cette crise du Covid, on peut imaginer que toutes les étapes de fabrication et de conception d'un téléphone ont été sans doute ralenties, non? Oui, en fait, je pense que pour Apple, il y a un triple problème. Le premier problème, c'est effectivement la production, comme tu le mentionnais, et comme Christopher le mentionnait, c'est-à-dire la réouverture notamment des usines Foxconn, qui sont les principaux producteurs aujourd'hui de l'iPhone. Donc, il faut quand même qu'ils se remettent en ordre de marche, que tout le monde vienne sur les chaînes de fabrication. Donc ça prend du temps. Il y a un deuxième impact qui est l'ouverture des stores Apple, qui distribuent massivement ces téléphones. Et là, en fait, en fonction des pays, par exemple la France, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'Apple Store ouvert, contrairement aux États-Unis où certaines villes commencent à réouvrir. Donc, il y a un agenda en fait, du canal de distribution des stores qui aujourd'hui pose un deuxième souci dans l'agenda d'Apple. Et puis le troisième souci, peut-être même le plus important, c'est les boutiques d'opérateurs, puisque c'est là où on capte massivement les abonnements, et notamment sur les iPhones. C'est les principaux véhicules en fait, de vente des iPhones. Donc, quand est-ce que les boutiques vont rouvrir? Offres de renouvellement. Exactement, Voilà. pour alors soit de churn, c'est-à-dire d'attrition, on essaie de choper les abonnés des autres, soit effectivement de fidélisation en réengageant des gens sur 24-36 mois. Et là, ça va être la troisième épine dans le pied d'Apple, c'est quand est-ce que les opérateurs vont rouvrir leurs boutiques. Et là, on attend en France, ça devrait arriver dans les semaines qui viennent, notamment Orange, qui est un des grands pourvoyeurs de vente aujourd'hui d'iPhone en Europe. Oui, petit à petit, les opérateurs réouvrent leurs boutiques, avec Exactement. et bien sûr toutes les consignes de sécurité, les consignes sanitaires qu'on connaît. Voilà pour ces iPhones. À noter que parallèlement à ça, Apple a sorti son iPhone SE en plein confinement. Ils n'ont pas attendu que tout se termine. Et voilà, il était disponible en ligne. Et sans doute que les ventes ont dû décoller sans aucun problème. On passe de l'autre côté maintenant du continent pour aller en Asie avec les smartphones Huawei. Et Huawei qui n'est pas prêt de revoir les services Google sur ses téléphones. Alors, qui en parle? Christopher, Emmanuel, c'est la comme vous nouvelle voulez. est tombée cette semaine. Donc Donald Trump a décidé de prolonger l'interdiction faite aux entreprises américaines de faire du commerce avec des entreprises chinoises pour 1 an. Voilà. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui a guidé cette décision d'1 an. C'est pas vraiment calé avec le calendrier électoral. Pourquoi 1 an et pas 6 mois? Sur la base de quoi? Enfin bref. Oui, c'est une espèce de punition Voilà. qui tombe comme ça. Un truc qui s'est levé le matin. Allez, 1 an. Un an, c'est bien. Il y a peut-être quelque chose qui l'a énervé dans ses négociations avec la Chine la veille. Bref, 1 an. Donc c'est un énorme coup dur quand même pour Huawei qui caressait l'espoir, mine de rien, d'avoir une dérogation, d'avoir que ces mesures s'assouplissent. Et là, pas du tout. Donc c'est vraiment compliqué. On sait que l'année 2019 là, de Huawei, ils ont réussi à maintenir à flot leurs chiffres à grand renfort de promos, d'offres spéciales. Pour l'achat d'un smartphone, vous aviez des écouteurs sans fil Et puis, de bonne qualité. Et malgré le fait qu'ils aient sorti le P40, ils font durer. En fait, ils ont allongé la durée de vie du Exactement, P30, qui était sorti à l'époque encore le P30 Pro. les services Google. Et on voit qu'il y a encore une nouvelle édition du P30 Pro qui vient de sortir avec une nouvelle couleur, histoire de tirer au maximum la durée de vie de ce produit. Voilà, le P30 Pro, c'est le dernier smartphone de Huawei en date à avoir les services de Google. Et donc là, ils le relancent dans une nouvelle édition. Ils l'ont lancé en Allemagne cette semaine.
je pense qu'on va voir arriver ce téléphone aussi en France dans les prochains jours. Voilà, donc, mais ces astuces-là, elles peuvent faire illusion encore quelques mois, mais un an, c'est très très long. Il faut préciser aussi que certaines grosses boîtes font l'objet d'exceptions. Microsoft a le droit de vendre des licences Windows, par exemple, sur les ordi Huawei. En Chine sur les ordi Huawei, et ce pour encore un an, parce que ça prolonge aussi d'autant l'exception qui a été donnée à Microsoft. Là encore, on a du mal à comprendre pourquoi Microsoft et pourquoi pas Google, quoi. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que Microsoft en Chine, le poids du marché chinois pour Microsoft est énorme, et bien plus énorme que ne peut l'être le poids de Google pour un acteur comme Huawei, et que l'impact économique d'une décision pareille sur Microsoft serait catastrophique. On rappelle que Microsoft emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Enfin, c'est l'un des champions, évidemment, que tout le monde connaît de l'économie américaine. Ce serait un coup dur porté directement par Donald Trump à Microsoft. Et ça, cela dit, c'est un coup dur politiquement, c'est pas acceptable. C'est un coup dur porté pour Google aussi par Donald Trump, parce que j'imagine que Google va se priver quand même de revenus substantiels en ne pouvant pas continuer à collaborer avec Huawei. Sachant que quand même le business de Google est moins développé en Chine que ne l'est celui de Microsoft sur ce même marché. Donc l'impact, quand même. Il y a le marché occidental. Voilà. Aujourd'hui, Huawei ne peut pas distribuer de téléphone. Oui, mais aujourd'hui, sur le marché occidental, si je n'achète pas de smartphone Huawei, je vais acheter un autre smartphone Android qui, lui, aura la possibilité d'avoir des services Google. Donc, bon, ça peut s'équilibrer, on va dire. Emmanuel, pourquoi cette décision, à ton avis ? D'une part, parce qu'il y a des tensions qui sont revenues entre la Chine et les États-Unis à l'aune du coronavirus. Notamment, il y a une petite musique des services de renseignement américains disant que la Chine a essayé d'espionner toute la recherche américaine et probablement européenne aussi sur un vaccin contre le coronavirus. Donc ça se retend en fait entre la Chine et les États-Unis. Donc on voit que cette décision-là, comme d'habitude, est un effet collatéral d'autres batailles qui sont menées entre la politique américaine et la politique chinoise. Parce qu'il y a la guerre commerciale et puis il y a la guerre sanitaire aussi. C'est-à-dire que Trump n'hésite pas à dire que c'est à cause de la Chine qu'on a ce virus. Exactement. Qu'il a ce virus aujourd'hui sur son territoire. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il ne voulait pas rencontrer et ne pas parler à Xi Jinping, donc le président chinois, pour le moment, ce qui a fait chuter les marchés financiers encore jeudi. Donc on voit que ça se retend entre les États-Unis et la Chine. Dès que Donald Trump prend la parole sur le pays et sur leurs relations, ça fait bouger tous les marchés financiers. Donc ça, c'est un élément en plus. Puis il faut savoir que Huawei a déjà beaucoup souffert au premier trimestre. Selon Canalys, ils auraient enregistré une baisse de 35% des volumes de téléphones mobiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires de Huawei, qui fait 122 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ils se privent d'une grosse partie de ce marché-là. Mais ils sont quand même, ils essaient quand même de riposter avec la création de l'App Gallery, qui est leur galerie de distribution des applications. Aujourd'hui, il y aurait quand même 400 millions d'utilisateurs de cette App Gallery, alors principalement en Chine, mais maintenant ils vont essayer de le pousser en dehors des frontières, notamment en Europe. Et là, l'administration américaine dit attention, si vous commencez à utiliser des téléphones Huawei avec l'App Gallery Huawei, vous allez sans doute installer des applications qui ne seront pas sûres, vos données vont être aspirées en Chine. Donc on voit qu'en plus, l'administration américaine attaque sur, même en étant indépendant, c'est chinois, donc ça pose des problèmes de sécurité. C'est vraiment la bête noire. C'est-à-dire que Huawei est devenu la bête noire des Américains. Exactement. C'est la société probablement la plus emblématique au niveau du grand public en dehors des frontières chinoises. Donc s'attaquer à Huawei, c'est s'attaquer aussi à la croissance chinoise et au fait qu'elle arrive dans les pays européens. Oui, alors pour peut-être finir, on peut se demander à quoi va ressembler l'année 2020 de Huawei. Des lancements de produits, on en attend finalement très peu, peut-être mis à part des ordinateurs portables qui, eux, ont le droit de fonctionner sous Windows. Et ils vont quand même beaucoup capitaliser sur la partie photo. Ils ont pris beaucoup d'avance. La preuve, ils viennent de lancer un concours de photos au niveau mondial. C'est l'édition 2020 du concours Next Image qui a réuni 520 000 participants en 2019. Donc c'est un truc assez gros. Et donc ces concours photos, ça permet aussi à Huawei d'étendre sa portée et d'avoir un discours sur la photo qui... les propriétés photos d'un smartphone, que ce soit sur Google ou n'importe quel autre système, ça reste les mêmes. Donc c'est une des manières pour Huawei de continuer à exister. Donc ce concours, il a été lancé là, c'est jusqu'au 31 janvier pour ceux que ça intéresse. Ceux qui ont un smartphone Honor ou Huawei, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à $10 000 et un P40 Pro. Il y a 70 lauréats qui seront récompensés. Vous allez voir sur le site, il y a des clichés qui sont assez chouettes. Il y a pas mal de catégories. Donc, alors c'est ça aussi, on va dire
La chose la plus dommage, c'est que les téléphones Huawei sont d'excellente qualité. Hein. Ils ont toujours été plébiscités par le labo de 01net notamment. C'est ça le paradoxe. Enfin voilà, c'est un peu un gâchis. Et juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Christopher, c'est que Huawei a embauché 1 million de développeurs pour créer des applications sur l'App Gallery. Vous imaginez 1 million de développeurs, en les rétribuant de manière bien plus importante que sur Google Store ou enfin le Play Store pardon, ou sur l'App Store. Donc ils reversent beaucoup plus d'argent. On voit qu'ils sont extrêmement agressifs et donc la photo peut permettre à des développeurs de s'allier avec ce concours dont parlait Christopher, de travailler la photo, etc. Donc on voit qu'ils font un effort extrêmement puissant pour essayer d'être moins dépendants de Google. Mais bon, l'App Gallery qui aura toutes ces applications dont on parlait, est-ce qu'elle aura Twitter? Est-ce qu'elle aura Facebook? Alors ils essaient d'installer malgré tout tous ces services qui... en Chine, n'intéresse personne. Hein. Exactement. Mais en Europe, voilà, est-ce qu'on peut acheter un téléphone sans Twitter, sans Facebook, ou en bidouillant pour installer des applications? C'est ça le problème, même avec l'App Gallery. Exactement. Ça, c'est le point majeur. Et surtout, la question, c'est de savoir pour les applications Google, du type YouTube, etc., est-ce qu'ils vont pouvoir... Google va admettre qu'on puisse développer une application en dehors de l'environnement Android, ce qui est peu probable. Tout ça est compliqué, hein. On enchaîne maintenant avec cette loi, la fameuse loi Avia, hein, qui est sortie d'ailleurs dans un contexte un peu compliqué pour la porte-parole de cette loi. Hein. Cette loi contre la haine sur Internet qui a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Oui, elle a été adoptée cette semaine. Que dit cette loi? Elle oblige les plateformes, quand on dit plateforme, ils sont beaucoup pour l'essentiel les GAFA, mais finalement tout fournisseur de services sur Internet, à retirer dans les 24 heures tout propos manifestement illicite. Donc incitation à la haine, violence, injure à caractère raciste, ou encore religieuse. Ou propos terroristes même. Propos terroristes, donc voilà, quel qu'il soit, sous peine d'être condamné à des amendes allant jusqu'à 1,25 million d'euros. Donc on peut tous se féliciter qu'on ait une loi comme ça en France, évidemment. Qui peut critiquer le fait que la cyber-haine est un énorme problème, surtout que des chiffres là récents ont montré que la haine sur Internet avait vraiment énormément progressé depuis pendant le confinement. C'est vrai que les gens étaient encore plus sur leur téléphone, leur ordi, etc. Et beaucoup de temps, ils avaient que ça à faire. Beaucoup de temps à tuer. Et ça fait quand même 1 an qu'on discute de cette loi qui était quand même aussi un peu partie de l'affaire de la Ligue du LOL aussi, voilà, dans ce contexte-là. Donc elle a été votée, mais on peut quand même se questionner aujourd'hui sur l'application de cette loi. 24 heures, c'est quand même un délai qui est très très court. Est-ce que c'est un délai suffisant pour apprécier correctement, efficacement la teneur des propos? Parce que voilà, 24 heures, ça veut dire abattre à la chaîne. Dès qu'il y a un signalement, tac, on supprime. Alors, et puis à partir de quel moment on se dit qu'un propos est haineux ou raciste? Enfin, voilà, il y a quand même malgré tout une marge qui est du cynisme qui est quand même... Bien sûr, le cynisme, le second degré, enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et donc certaines associations comme la Quadrature du Net redoutent aussi que cette loi permette au gouvernement de supprimer très facilement des propos ou des tweets qui ne leur plairaient pas, ou à toute autre organisation politique qui serait au pouvoir à ce moment-là. C'est vrai qu'il peut y avoir des débordements. Les GAFA aussi sont montés au créneau en disant 24 heures, c'est un délai qui est beaucoup trop court pour nous permettre d'apprécier la situation. Donc c'est une bonne chose que cette loi existe. Il reste encore beaucoup de questions sur l'application. Bien l'adopter et bien l'appliquer. C'est ça en fait. Emmanuel, pour les GAFA, on doit passer encore pour des enquiquineurs, nous, Français, avec cette loi, non? Alors, ce qui est marrant, c'est pour les GAFA, certes, mais pour la Commission européenne aussi, puisque le site Electron Libre a annoncé ce jeudi que la Commission européenne allait scruter attentivement la loi française pour voir si elle était en cohérence et respectueuse du droit européen. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau européen, il y a une directive qui était en train d'être réfléchie par tous les pays membres, et que la France a voulu reprendre un peu les devants. Et la Commission n'apprécie pas trop que la France, de son côté, seule, veuille faire sa loi de son côté. Donc il risque d'y avoir même des tensions entre l'Europe et la France. Il faut savoir que l'Allemagne avait fait une loi quasi équivalente en 2017. Donc on voit qu'on est aujourd'hui entre l'Europe qui veut essayer de réformer le statut des GAFAM, enfin Facebook, Twitter et Google notamment, et de l'autre côté, les pays qui veulent aller plus vite. Donc voilà. Donc
Ça va être compliqué et il faut scruter attentivement, je pense, les décrets d'application, parce que c'est là où la Commission européenne va regarder attentivement ce qui se passe. Allez, on enchaîne avec quelque chose un petit peu plus léger. Le futur du jeu vidéo se dessine actuellement et une vidéo a été diffusée cette semaine sur les réseaux. On va en voir un bout. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous allez pouvoir regarder ça. C'est quand même assez impressionnant. Le futur du jeu vidéo qui va arriver là avec les nouvelles consoles next-gen qui sont prévues à la fin de l'année, Christopher. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là ? On se parle d'un nouveau moteur graphique. C'est quoi un moteur graphique ? C'est un ensemble d'algorithmes et de jeux d'instructions qui permettent de calculer en temps réel un rendu visuel, notamment de jeux vidéo. Ces moteurs graphiques, l'un des principaux éditeurs de moteurs graphiques, c'est Epic Games, qui est notamment aussi l'éditeur d'un jeu que tout le monde connaît ici, c'est Fortnite. Et donc, ça fait des années que leur moteur Unreal Engine, voilà, il est largement utilisé par toute l'industrie du jeu vidéo. Donc là, c'est la version 5. Et cette démo nous donne un aperçu des capacités de ce moteur graphique. Là, on n'est pas c'est pas filmé. Hein, ceux qui nous regardent, il faut bien le préciser. C'est-à-dire que ça pourrait être une scène d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, je peux avoir ma manette et voir ça. Exactement, en temps réel. Parce que c'est le principe de ce rendu temps réel. Et c'est juste incroyable pour ceux qui regardent, notamment via deux nouveautés. La première, c'est un moteur qui est capable de rendre des textures en 8K. Donc vous voyez tout ce qu'on voit sur les textures, sur les pierres, là, sur les roches, ce sont des textures en 8K. Et donc quand on s'en éloigne, ça nous donne un piqué d'image qui est juste incroyable. Et encore une fois, tout ça est capturé, calculé en temps réel. Et l'autre nouveauté de ce moteur, c'est tout ce qui a trait à la lumière. Donc il y a une gestion dynamique de la lumière qui prend en compte aussi donc les aspérités, les textures, et ce qui donne un rendu d'un photoréalisme juste impressionnant. Je vous invite tous à taper dans votre moteur la Unreal Engine 5 et de regarder vos démos et de mettre ça en plein écran et si possible sur votre téléviseur du salon. C'est assez saisissant. Ce qui est hyper intéressant et important de préciser, c'est que cette démo, elle a été faite sur la PlayStation 5. PlayStation 5 qui, on le rappelle, ne sera lancée qu'à la fin de l'année. Donc ça donne aussi une idée des capacités graphiques de cette console. Ouais. Mais attention, il faut bien préciser, parce que j'ai lu partout que c'était une propriété de la PS5. Non, pas du tout. Ce moteur graphique sera utilisé par toutes les nouvelles consoles, y compris d'ailleurs sur iOS, dans la limite des possibilités de calcul d'un iPhone ou d'un smartphone sous Android. Hein. Mais on aura aussi potentiellement ce rendu sur la nouvelle console de Microsoft, sur la Xbox. Le moteur graphique sera mis à disposition des programmeurs de jeux vidéo début 2021, ce qui nous amène à des sorties de jeux pas avant 2022. Parce que quand même, il faut au moins un an pour développer. Jeux qu'on dit AAA. Alors peut-être qu'Epic est en train de développer un jeu, et il y aura peut-être sans doute la primeur d'un jeu. Fortnite tourne avec Unreal Engine. Voilà. Après, plus les jeux utilisent les dernières versions des moteurs graphiques, plus ils sont exigeants en ressources, et il faut aussi avoir des sacrés processeurs graphiques derrière pour les faire tourner. Mais là, on sent qu'on a quand même passé un cap, et visuellement, c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai, ce photoréalisme est impressionnant, hein, Emmanuel. Hein. Ouais, exactement. Et puis alors c'est peut-être moi qui suis adepte de la théorie des complots, mais ce qui m'a tout de suite un peu chiffonné, c'est que Sony, avec effectivement Epic, propose cette démonstration-là cette semaine, quasiment une semaine après celle de Xbox avec la série 10. Et je ne sais pas si vous avez regardé la présentation, notamment avec des jeux Ubisoft, le prochain Assassin's Creed, et qui s'est fait attaqué derrière par tous les joueurs en disant vous nous avez montré que des cinématiques, ça montre rien de ce qu'aura la Xbox en interne. Et là, comme par hasard, une semaine après, Sony propose ça, et ce n'est pas une cinématique pour le coup, parce que là, c'est le vrai jeu. Et à tel point aussi que Microsoft a dû s'excuser. Le directeur marketing de Monde de la Xbox a fait un tweet, donc c'est Aaron Greenberg, qui a dit « Je suis désolé, on a fait une erreur, on vous a montré que des cinématiques, mais attendez, on en a encore sous le pied, vous verrez dans les semaines qui viennent. » Et là, hop, c'est Sony qui arrive direct derrière. Donc bon. C'est-à-dire que la bataille commence là, la bataille commerciale en fait. Hein, et surtout pour les vrais joueurs, les hardcore gamers, pour essayer de les séduire. Et pas avec des cinématiques, parce qu'ils savent très bien qu'une cinématique, elle peut être extrêmement jolie, mais il faut que le jeu rende la même chose. Il n'y a aucun doute sur le fait que la Xbox et la PS5 auront des capacités graphiques complètement similaires.
Il est fini le débat, c'est plus joli sur la PS5 que sur la Xbox. Oui, Après, c'est une question de sensibilité artistique, etc. Il y a le même réservoir de puissance aujourd'hui. Voilà. Hein, la vraie c'est ça. bataille aujourd'hui Ouais. sur le jeu vidéo, c'est qui aura l'exclusivité de telle Exactement. licence ou Oui. telle autre. C'est ça qui va faire Et puis le talent, qui va décider qui va comme tu gagner dis. cette guerre. Le talent des créateurs, des scénaristes, etc. Mais c'est vrai que là, si vous nous écoutez simplement sur AMC ou si vous êtes sur le podcast audio, tapez tout simplement Unreal Engine 5 et vous verrez, il y a des vidéos qui sont tout bonnement impressionnantes. On enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus concret. Pour tous ceux qui peuvent aller à l'aéroport, ils ne sont pas nombreux, mais sachez que très bientôt, les aéroports vont accueillir beaucoup plus de monde. On peut y aller, Espérons-le. mais on peut pas prendre l'avion. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, ou alors il faut attendre longtemps. À Roissy, on peut prendre un avion, mais il faut avoir les bons documents aussi, parce qu'autrement, vous décollez pas. Hein. ADP qui veut déployer de nouveaux types de caméras. Hein. Ce sont des caméras thermiques dans les aéroports. Ouais, exactement. Alors, ce sont des caméras thermiques qui ont déjà été testées auprès des salariés d'ADP pour voir si ça fonctionnait bien. Visiblement, le retour a été plutôt positif concernant ADP. Donc maintenant, ils veulent les déployer pour les voyageurs, et notamment au moment de la réception des bagages. Parce que la question, c'est de savoir aussi quelqu'un qui part, par exemple, d'un pays où il n'a pas été contrôlé et qui arrive à Paris et qui est contrôlé par les caméras, qu'on sache en fait qu'il est malade. Parce Donc que, c'est au pareil, départ et à l'arrivée, en fait, Exactement. idéalement. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas encore d'harmonisation non plus au niveau européen de tous les aéroports. On ne sait pas qui s'équipe avec quelle technologie. Est-ce qu'ils vont pouvoir dire, communiquer entre eux, celui-là, il était malade au départ, il est malade à l'arrivée, ou celui-là n'a pas été contrôlé. Donc ça pose énormément de problèmes avec la Commission européenne derrière qui essaye d'harmoniser tout ça. C'est pas évident. Hein. Juste un mot, ces caméras thermiques qui détectent en fait si vous avez de la température. Hein. C'est Exactement, ça, hein. c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces petits pistolets individuels. Là, c'est Mais beaucoup là, pire, c'est-à-dire que la caméra arrive en temps réel à gérer une foule et à voir les personnes qui ont plus de 37. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Ouais, alors c'est plus de 38. 38. Et effectivement, si les personnes qui ont plus de 38 sont encadrées par un petit carré rouge, alors ça pose, comme tu le disais, beaucoup de questions. La première, c'est que ces 12 caméras sont installées uniquement à Roissy. On n'a pas parlé d'Orly. Et après que les voyageurs récupèrent leur bagage. Donc, il se passe quand même pas mal de choses entre le moment où il sort de l'avion et récupère le bagage. Ça dépend des terminaux, mais souvent, on peut marcher 10 minutes avant d'arriver au bagage. Donc, il se passe quoi ? Donc, dès que la personne est détectée comme ayant plus de 38, elle est prise en charge par le service médical. Et là, ils font des tests coronavirus. Mais quid des personnes qui ont voyagé à côté de cette personne dans l'avion ? Normalement, la logique voudrait que ces personnes-là soient averties, mises en quarantaine. C'est pour ça qu'il faudrait des caméras au départ. Il y a ça. Plus, effectivement, la deuxième question que ça pose, c'est pourquoi ne pas tester aussi au départ ? Parce que non, mais il faudrait que tous les aéroports du monde entier aient cette technologie. Ce que dit la direction d'ADP, c'est qu'ils mettent ça en place pour rassurer les voyageurs et leur dire venez, nos aéroports sont safe. Mais moi, si je prends l'avion, j'ai aussi envie de savoir que dans l'avion, personne n'a le coronavirus. Et donc, ça ne me dérangerait pas, moi, d'être testé avant même de monter dans l'avion. Et ça rassurerait vraiment les voyageurs. Alors, en l'occurrence, Air France a dit qu'il ferait des tests, mais avec la caméra dont tu parlais, frontale, à l'embarquement. Et s'il détecte de la température, a priori, pas le droit d'embarquer. C'est ça, hein. Et votre billet pourra être remboursé. Enfin, voilà, il y a toute une politique commerciale. En fait, c'est compliqué. Il y a entre les aéroports et les compagnies aériennes, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Exactement. Et puis, dernière chose, c'est pas parce que vous n'avez pas de température que vous n'avez pas le Covid. Exactement. C'est ça aussi la limite. La petite cerise sur le gâteau. Hein. Vous pouvez avoir 36,5 ou 37 et être asymptomatique et contagieux. Ce qui me paraîtrait moins logique, c'est le port du masque obligatoire dès qu'on met un pied dans l'aéroport jusqu'à ce qu'on en sorte. Mais on y va, j'ai l'impression. Je crois que chez Air France, justement, on est obligé de prendre l'avion maintenant avec un masque. Même avant ça, je dirais. Oui, il y a quand même beaucoup de promiscuité dans les aéroports. On fait la queue, il y a des files d'attente. Ne serait-ce que quand on fait le check sécurité, par exemple, on est tous les uns contre les autres. Voilà, l'actu de cette semaine dans De quoi je me mêle. Merci beaucoup à Christopher Simili, directeur de la rédaction de 01, et puis Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Vous restez là, que vous soyez en vidéo ou en audio. La suite de ce De quoi je me mêle avec la découverte d'une marque chinoise impressionnante, TCL. Et Frédéric Langin, le porte-parole de TCL France et Europe, sera avec nous dans un instant. A tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.